se demandent tous, mais qu'est-ce qu'il y a dans le générique? Ah, on me dit que c'est bon. Eh bien, bienvenue à tous pour cette conférence. L'idée, ça va être de partager avec vous des méthodes, des bonnes pratiques pour vous aider dans la mesure de la performance de votre stratégie de contenu SEO. Pour info, vous allez voir, c'est assez dense en fait comme conférence. Il y a quasiment 60 slides, beaucoup de data. Sachez que je pourrais vous envoyer les slides par LinkedIn, par email. Vous avez juste à, voilà, je vous donnerai mes coordonnées à la fin. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre 40 000 notes. Jusqu'à 11 heures, questions comprises. Mais la pression. Donc vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, si besoin je vous enverrai les slides. Donc pour ma part, qui suis-je? Nicolas Nguyen, expert SEO depuis 15 ans maintenant, cofondateur de SEMJ. Qu'est-ce qu'on fait chez SEMJ? On est éditeur logiciel, on propose une plateforme SEO dédiée à votre stratégie de contenu. Donc globalement, nos clients, ils utilisent SEMJ pour trouver des idées de contenu, optimiser leur contenu, mesurer la performance de leur contenu, etc., planifier les contenus en équipe. Donc c'est une plateforme all-in-one à destination plutôt des moyens et grands comptes. Donc on a la chance d'avoir 300 grandes marques qui l'utilisent au quotidien, comme Leroy Merlin et Decathlon. Donc du coup, forcément, le contenu, c'est un sujet qui nous parle. Et donc dans cette conférence, l'idée, c'est de voir avec vous justement pourquoi justement mettre en place un suivi de performance, à quoi ça sert. Ensuite, on fera un petit focus sur la partie ROI qui est importante. Et puis ensuite, je vous partagerai un exemple de reporting que nous avons créé notamment pour les furets. Et je vous partagerai quelques outils pour mettre en place un premier niveau de reporting. Sur la partie enjeu, je vais aller assez vite parce que c'est assez simple à comprendre. Juste quelques chiffres clés. Aujourd'hui, la grande majorité des entreprises investissent en contenu, 90%. Donc, voilà, la grande majorité. En parallèle, on le sait, le contenu, c'est un pilier important dans le SEO qui a pris de la place sur ces dernières années. Quand on demande aux experts SEO où est-ce que vous avez alloué vos budgets, alors l'expert SEO US en l'occurrence, on voit que les deux tactiques priorisées d'un point de vue allocation de budget, c'est le on-page, c'est le content marketing. Pour rappel, le on-page, je crée les pages sur mon site web, j'optimise les pages sur mon site web. Content marketing, je vais créer par exemple des articles de blog pour attirer du trafic. D'accord ? Donc le contenu fait partie des top tactiques. Mais il y a un paradoxe, on investit tous, on dit que c'est une tactique ultra importante, mais plus de la moitié des entreprises ont du mal à suivre la performance de leur contenu. Et donc c'est toujours l'enjeu de cette conférence, justement, c'est de voir ensemble comment on fait. Ce qui est important de rappeler, je pense, c'est que créer des contenus, créer un contenu, ça a un coût. Ça a un coût, et c'est un coût qui n'est pas que l'étape de la rédaction. Souvent on dit « Ah tiens, ce contenu m'a coûté, je sais pas moi, 300 € de rédaction ». Mais en fait, c'est faux. Si vous prenez le temps, par exemple, si vous avez un comité éditorial, si il y a tout le temps de mettre en place, trouver les visuels, le temps d'intégration, le temps de la mesure de la perf, par exemple, tout ça, en fait, c'est du temps. Et donc, il faut le calculer dans le coût du contenu au global. D'accord ? Le coût, c'est le temps du salaire ou le coût externe, bien entendu. Donc, c'est un investissement, le contenu, et derrière chaque investissement en marketing, on le sait, on souhaite quoi? On souhaite un retour sur investissement. Je voulais vous montrer deux exemples. Un premier exemple, plutôt de campagne, plutôt à faible ROI pour le coup. Je me balade sur le site de la Fnac, je vais dans la catégorie e-commerce télévision, et ils font quelque chose qui est extrêmement bien en tant qu'e-commerce. Ils proposent dans leur catégorie commerce des conseils. D'accord ? Donc ça permet quoi? Ça permet de booster l'autorité thématique sur la télévision, donc c'est nickel. Par contre, quand on creuse la stat, on voit déjà qu'ils ont 25 000 contenus éditos. Donc nous, on est habitué justement à suivre un peu les volumétries de contenu. Voilà, pour un e-commerçant, on va dire que c'est quand même très high level en termes de volumétrie. Par contre, quand on regarde la performance, 30% seulement de ces contenus captent du trafic SEO. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur 25 000 contenus, j'en prends 2/3, je les jette à la poubelle. C'est quand même dommage d'un point de vue ROI. Je vous montre un autre exemple, cette fois d'un client chez SEMJ, où là, ils ont créé 500 nouveaux contenus. Ces 500 nouveaux contenus, il y a 93% qui captent du trafic. C'est tout l'enjeu derrière de mesurer, justement. Et donc, en plus, pour la petite histoire, ces 500 nouveaux contenus leur apportent quasiment 1 million de trafic SEO mensuel aujourd'hui. Ils font plus avec 500 contenus que la Fnac avec 25 000 contenus, juste pour se rendre compte.
Donc ça, c'est tout l'enjeu. Et donc, du coup, on peut se poser la question, bah ouais, mais à quoi ça va me servir de suivre la performance? Pour moi, premier point, ça va vous aider à convaincre la direction ou la direction de votre client, si vous êtes en agence, eh bien, d'investir ou de continuer d'investir. Ça, c'est le premier sujet, puisque c'est un investissement. Deuxième enjeu, la mesure et le suivi de performance des contenus va vous permettre d'identifier ah bah tiens, ces contenus-là, ils ne fonctionnent pas, donc ça va vous permettre d'identifier des points d'amélioration. Et le troisième point, c'est ça vous permettre également de projeter les budgets l'année prochaine. Ça, faut savoir que chez les annonceurs les plus matures, souvent, ils disent, bah tiens, on va investir par exemple 100 000 € ou 200 000 € en content SEO et on va projeter des gains de ROI. D'accord ? Donc là, on va voir la mesure de la performance va nous aider à mener cette action. Petit focus rapide sur le retour sur investissement. Quand on pose la question aux entreprises, qu'est-ce que vous attendez d'une stratégie SEO? Il y a 3 KPI qui ressortent. Augmentation de trafic, génération de conversion, meilleure position. D'accord? S'il y a 3 KPI à retenir, ce sont ces derniers. Je voulais faire un petit rappel de manière générale, en dehors, je dirais, du marketing, c'est que dans une entreprise, donc dans votre entreprise ou dans celle de votre client, eh bien, tout investissement, derrière chaque investissement, le but, c'est de générer du chiffre d'affaires. D'accord? Alors, c'est plus facile sur certaines équipes. Hein. J'investis dans une équipe commerciale, je peux directement mesurer le chiffre d'affaires que génère l'équipe commerciale. Dans d'autres équipes, c'est plus dur. Mais il faut quand même garder en tête qu'une direction, notamment une direction générale, va toujours avoir cet enjeu de on investit tant et on espère au final générer tant. Donc, du coup, pour parler, je dirais, efficacement à une direction, l'enjeu, c'est notamment, idéalement, de pouvoir dire, bah, OK, on va débloquer tel investissement en SEO, en content, et ça va, par exemple, permettre de produire tant de contenu, d'aller chercher tant de trafic, d'aller chercher tant de conversions, et donc, idéalement, d'aller chercher tant de chiffre d'affaires. Bien entendu, la partie chiffre d'affaires sera plus ou moins simple selon comment vous êtes outillé. On en parlait un peu avant la conf. Ça dépendra du secteur, ça dépendra des outils, mais c'est l'idéal. D'accord ? Un autre sujet qui est un point important et qui est l'avantage, je dirais, des stratégies de contenu SEO, c'est que quand on investit en contenu, donc on va produire des contenus qui se positionnent sur des mots-clés en SEO, quand je produis des contenus, c'est un investissement one-shot et qui m'apporte du trafic de manière récurrente, puisqu'une fois que le contenu est positionné, bah, de mois en mois, d'année en année, il va rapporter du trafic. Donc si j'investis 10 000 € de contenu, ça va m'apporter du trafic de manière récurrente. Si je réinvestis le trimestre d'après à la fois encore 10 000 € de contenu, bah, je régénère encore du trafic, etc., etc. Rebelote, vous avez bien compris. Donc, en investissement constant, je génère de la croissance. Et ça, c'est un avantage qui est intéressant, je trouve, puisque si on compare un investissement égal et constant, le SEO et le SIA, on l'a vu, en SEO et en contenu SEO, on capitalise, hein, on génère de la croissance à investissement constant, alors que sur du paid, eh bien, en général, à investissement constant, on aura le même niveau de trafic et de conversion. Ça, c'est l'avantage pour le coup des investissements content SEO. Donc là, maintenant qu'on s'est dit ça, l'idée, c'est de partager avec vous du concret. Et là, je tiens à remercier les équipes Les Furets qui ont accepté de partager avec vous les éléments de reporting que vous allez voir. C'est sur un segment partiel de leur stratégie de contenu, ce n'est pas l'ensemble de leur contenu, sinon ce serait trop facile de montrer toute la stratégie. Mais par contre, sur ce segment de contenu qu'on a choisi, c'est de la véritable data. D'accord ? Donc ça va être super intéressant de regarder tout ça ensemble. By the way, ils recrutent, hein, tech, data, etc. C'est une super équipe. Si vous connaissez des gens qui cherchent du taf, eh bien, n'hésitez pas à contacter Anthony Privé sur LinkedIn pour en savoir plus. Donc un gros merci à eux. L'idée, c'est on va découper ce reporting, vous allez voir, en plusieurs niveaux. Je vais commencer par un niveau qui est très macro, qui est plutôt pour reporting high level, que la direction peut comprendre, qui nous permet de suivre de manière générale et qui est simple à comprendre. Premier KPI qu'on va regarder, la vélocité de production de contenu. Voilà, on produit des contenus. Le but, c'est pour aller chercher du trafic, il faut produire des contenus. Ce qu'on peut faire, ce qui est important de faire, c'est de traquer et de mesurer, OK, combien de contenus existants on a optimisé versus combien de nouveaux contenus on a créés. Hein, pour rappel, dans le contenu, il faut faire les deux. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de vous fixer un objectif mensuel de quantité de contenu.
Là, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est en Q4 2022, les Furets, ils ont une baisse de régime sur la production de contenu. Pourquoi? Ils sont en pleine migration de CMS et donc du coup, ils ont moins justement de bandes passantes sur le contenu et donc ça se voit. Et du coup, ça permet, grâce à la mesure, de le comprendre et de se dire derrière, waouh, ok, là, on a vraiment réduit, il faut qu'on remonte. Deuxième sujet qu'on va vouloir aller chercher et démontrer, c'est combien de positions sur les mots-clés stratégiques on est allé chercher. C'est-à-dire que chaque contenu qu'on va créer ou chaque contenu existant qu'on va optimiser, on lui associe systématiquement un mot-clé principal. Et donc en créant les nouveaux contenus, en optimisant les contenus existants, le but c'est d'aller chercher des premières pages et des top 3 sur ces mots-clés stratégiques. Donc là on peut voir quoi? On peut voir que les Furets, en 12 mois, ils sont allés chercher quasiment x2 de mots-clés en top 10 et en top 3 sur leurs mots-clés stratégiques. Ensuite, on va vouloir montrer aussi le trafic, parce que les positions, c'est bien, mais voilà, ça reste quand même abstrait. Le trafic. Donc, pour les nouveaux contenus, c'est assez simple. On a produit X nouveaux contenus. Combien de trafic ça nous apporte de manière trimestrielle? L'avantage des nouveaux contenus, je le rappelle, ça vous permet d'aller attaquer des nouvelles thématiques, des nouveaux mots-clés où vous n'êtes pas présent, donc d'aller prendre des parts de marché supplémentaires. Et pour la partie contenu existant, on va montrer également le trafic, mais en comparant, par exemple, avec l'année d'avant. Puisque le contenu existant, de facto, il est existant, donc il a une performance initiale. Et donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est toujours de comparer avec l'année d'avant. Donc par exemple, on peut voir qu'en Q1 2023, l'ensemble des contenus existants qui ont été optimisés, au lieu de faire 379 000 de trafic, l'année d'avant, eh bien cette année, ils font 536 000. Pourquoi comparer avec l'année d'avant? C'est notamment pour contrer les effets de saisonnalité. D'accord? Et puis, dans l'idéal, si vous avez les outils pour, c'est d'aller jusqu'aux conversions, et je dirais même idéalement jusqu'au chiffre d'affaires. Les conversions, donc là c'est de la data exemple, mais voilà, nos nouveaux contenus qu'on a créés apportent 6000 conversions trimestrielles, très bien. Pourquoi c'est important les conversions? Parce que souvent derrière vous pouvez dire, attends, mais c'est une conversion en moyenne, ça rapporte 50 €. Voilà. Et donc du coup c'est beaucoup plus simple derrière de mesurer le ROI. Et pour les contenus existants, pareil, on va calculer par rapport à l'année d'avant. Pour les contenus existants, il y a 2 points à avoir en tête. Il y a un premier point, c'est si vous ne mettez pas à jour vos contenus existants, en fait, vous allez perdre des parts de marché. D'accord? Parce que vos contenus vont baisser en position, ils vont baisser en trafic, baisser en conversion. Donc en fait, déjà, mettre à jour un contenu existant, le premier enjeu, c'est de conserver les parts de marché. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est idéalement, en l'optimisant, d'aller chercher plus de parts de marché. Là, dans cette data exemple, plus 50% de conversion, qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le reporting macro, simple à lire, tout le monde le comprend. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans du reporting plus opérationnel, plus expert. Donc là, c'est plus pour l'équipe en charge. Et donc là, on va faire un focus sur les nouveaux contenus produits par les Furets. Donc là, voilà, c'est des graphiques un peu plus compliqués. Je rappelle, je peux vous envoyer les slides. Donc déjà, un premier point qui peut être intéressant, c'est de mesurer notamment le nombre de mots qui ont été produits. Pourquoi? Parce que un contenu, il peut faire 10 contenus de 500 mots versus faire 10 contenus de 2000 mots. Clairement, ce n'est pas le même effort pour le rédacteur, on ne va pas se mentir. Or, parfois dans les boîtes, enfin souvent dans les boîtes, le rédacteur a un objectif de production en termes de quantité de contenu, sauf que si on lui dit vas-y, fais 10 contenus sur ces 10 mots-clés et que c'est 2000 mots et pas 500 mots, on a un problème. Donc mesurer le nombre de mots, ça peut être intéressant. L'autre point, c'est que justement, pourquoi le nombre de mots, ça va être intéressant de le mesurer. Là, on peut voir que les Furets, ils ont produit une majorité de contenus plutôt courts. C'est-à-dire, là, il y a 31 contenus de moins de 500 mots, 73 contenus de entre 500 et 1000 mots. Mais quand on compare, et là, c'est tout l'avantage de la mesure de la performance, on peut voir qu'au final, c'est les contenus de plus de 2000 mots chez eux qui performent le plus, puisque les contenus de plus de 2000 mots font en moyenne 261 clics SEO mensuels. Donc les clics, c'est les clics de Search Console, pour info. Donc c'est intéressant à avoir en tête. Et puis, dans vos projections de budget, c'est aussi intéressant de se dire, tiens, quand je fais un contenu de 500 mots, en moyenne, je vais avoir tant de trafic. Quand je fais un contenu de 2000 mots, en moyenne, je vais avoir tant de trafic.
d'un point de vue projection de budget, c'est intéressant. Ensuite, ce qu'on va vouloir mesurer, c'est le niveau d'optimisation SEO des contenus. Tout à l'heure, je vous montrais une slide qui était celle de la Fnac, avec ses 30% de contenus qui captent du trafic et hélas, sur 25 000 contenus, donc ça commence à faire mal. Je serais le directeur financier, je ne serais pas très fan personnellement. Le problème en fait de la Fnac, c'est ce KPI-là qui est le niveau d'optimisation SEO. Donc nous, on le mesure chez SMJ, bien entendu, avec le Content Score. Si vous utilisez un autre outil, l'idée sémantique, utilisez le score d'un autre outil. Là, ce qu'on peut voir chez les Furets, c'est qu'ils ont un Content Score, par exemple, sur Q1, qui est plutôt faible, 47. Donc nous, pour ceux qui ne connaissent pas le Content Score de SMJ, c'est une note de 0 à 100 pour évaluer l'optimisation SEO du contenu, le maillage interne, etc., les intentions de recherche, etc. etc. Donc là, c'est plutôt faible. Quand on regarde sur les 12 derniers mois les nouveaux contenus qu'ils ont produits, on a quand même 2/3 de contenus qui ont un score inférieur à 75. Donc nous, on recommande minimum 75, donc c'est pas fou comme performance. Et en plus, et là c'est tout l'enjeu, quand on analyse justement le trafic moyen des contenus selon le Content Score, qu'est-ce qu'on voit? Sans grande surprise, Content Score en dessous de 50, c'est la catastrophe. On a des contenus qui font 23 clics mensuels, alors que dès lors qu'on a un Content Score supérieur à 85, et là, on a des super scores de trafic. Vous avez au-dessus le trafic moyen, là, 53. Ça, c'est sur l'ensemble des nouveaux contenus. C'est-à-dire, sur tous les contenus qu'ils ont produits, en moyenne, c'est 50 clics par mois. Et quand on a 85 de Content Score, on fait x3 de ROI. Voilà, c'est ça le sujet. Donc ça, c'est un élément qui est clé dans vos éléments de reporting et aussi pour évangéliser le sujet auprès des équipes, auprès de la direction. Autre KPI, s'il y en a un, je dirais, qui est facile à regarder et qui vous permet en, je dirais, 3 minutes top chrono de savoir est-ce que vous n'êtes pas bon ou pas bon sur votre site, c'est celui-ci, c'est le fameux pourcentage de contenu qui capte du trafic. Je l'avais fait pour la Fnac, c'était les 30%. Vous faites-le pour votre site web. Vous allez dans href, meilleure page. Vous regardez combien de pages ont au minimum 1 de trafic. Vous comparez avec le total de vos pages en faisant site votre nom de domaine. Voilà, déjà, ça vous donne un peu un pourcentage. Vous verrez, vous serez beaucoup vers les 30%, 40%, souvent, sauf si vous optimisez à 200% les contenus. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est les Furets. On est pas mal. Nous, on recommande minimum 80% des pages qui captent du trafic. Donc, il y a encore un effort à faire. En Q4, les pages qui ont été créées en Q4 ont un meilleur score. Donc, ça, on peut creuser pourquoi. Est-ce que l'équipe était différente? Là, on voit qu'en Q1, il y a une baisse. Ça peut être lié à l'inertie Google quand même, même si on est en juin. Donc, ça commence quand même un peu à dater. Mais ça peut être aussi, donc j'en ai parlé justement au directeur SEO des Furets, Anthony. Il me disait, ouais, mais vu qu'on était en pleine migration, on mettait moins d'efforts d'optimisation. Voilà. Et donc, du coup, ça a un impact sur le pourcentage des pages et des nouveaux contenus qui captent du trafic. Donc, KPI que je vous recommande à 200%. Après, ce qui va être intéressant, ça, je pense que ça va vous parler, on crée plus de 100 nouveaux contenus. Comment ils se positionnent sur Google? Donc, ce qui est plutôt cool, c'est que là, on a une majorité de contenus qui se positionnent dans le top 3 sur leur mot-clé principal. Ça, c'est chouette. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on a 60 contenus qui sont en dehors du top 30. D'accord? Et donc là, on va aller regarder chaque contenu. Ça peut être un problème de choix de mots-clés, d'analyse de l'intention de recherche du mot-clé, de qualité de rédaction, etc., d'optimisation SEO, bien entendu, du contenu. Donc là, le but, ça sera de comprendre. Donc là, mon message, c'est quoi? C'est quand vous avez produit des nouveaux contenus, il ne faut pas s'arrêter là. Ceux qui ne performent pas, il faut les analyser. D'accord? Pourquoi c'est important? Là, si je rajoute en bleu le trafic moyen des contenus selon leur position, sur leur mot-clé principal, sans grande surprise, dans le top 3, il y a énormément de trafic. Dans le top 10, il y a beaucoup de trafic. Par contre, en page 2, page 3, enfin au-delà de la page 1, en gros, il n'y a plus de trafic, quoi, en gros. Donc là, il y a un enjeu, du coup, de toujours viser le top 10 et bien entendu le top 3. Je me suis trompé de sens. Donc ça, c'était toute la partie nouveaux contenus. On produit des nouveaux contenus et on analyse de manière régulière.
Petit focus sur la partie contenu existant. L'idée, hein, c'est que vous pouvez réappliquer tous les KPI que je vous ai déjà montrés. Là, je ne vais pas le faire pour des soucis de temps. Le message qui est important, c'est que quand vous mettez à jour vos contenus existants, y a un avant et il y a un après. Donc, il faut toujours comparer le avant et le après. C'est ça la petite difficulté d'un point de vue reporting. Notamment, nous, ce qu'on fait, là, on peut voir, c'est on va comparer le content score avant, le content score après. Par exemple, en Q3 et en Q4 2022, les furets, là, ouais, ils ont pris des pages qui avaient en moyenne un content score de 52 et ils ont réoptimisé le contenu et maintenant, on a un content score de 84. Donc ça, c'est plutôt chouette. Joli effort de la part des équipes pour améliorer le niveau d'optimisation des contenus existants. Par contre, en Q1, toujours la même excuse de la migration, clac, c'est la chute. Donc là, on va se fixer comme objectif de remonter justement la barre pour aller chercher des meilleurs niveaux d'optimisation. Et donc, du coup, derrière, ce qui est important, c'est on met de l'effort dans l'optimisation de l'existant. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Et donc là, on peut voir, par exemple, tous les contenus qui ont été optimisés en Q4 2022. Eh bien, avant, ils faisaient à peu près 600 clics SEO mensuels. Maintenant, ils font quasiment 1000 de clics SEO mensuels. Donc là, on peut se dire, bravo l'équipe, on a bien bossé. Regardez, c'était de l'effort, mais ça rapporte, quoi. Donc là, c'était pour du suivi opérationnel. Et maintenant, on va passer dans un mode encore plus poussé, je dirais, notamment pour vous aider à préparer, par exemple, votre stratégie de l'année d'après, projeter des gains de l'année d'après. Donc là, on rentre dans un mode d'autant plus, je dirais, un peu plus expert encore. Ce qui peut être intéressant de regarder, c'est notamment la partie volume de recherche du mot-clé principal. Hein, chaque contenu vise un mot-clé. Et donc, là, on peut voir, les furets, ils ont produit quasiment 200 contenus qui visaient des mots-clés avec des faibles volumes de recherche, c'est-à-dire inférieurs à 50 ou même des mots-clés sans volume de recherche. Qui est une tendance d'ailleurs, hein, les mots-clés sans volume de recherche, mais faut choisir les bons, j'ai envie de dire. Et là maintenant, si on compare, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les contenus qui performent le mieux, c'est sur des mots-clés qui sont cherchés au minimum 60 fois par mois. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. De manière moyenne, quand je vise un mot-clé qui n'a pas de volume de recherche, j'ai seulement 20. Donc après, ça peut être un choix, hein, bien entendu. Et là, d'ailleurs, ça m'aide quand je vais dire l'année prochaine, tiens, on va créer 1000 nouveaux contenus sur 1000 mots-clés, et voilà là, les volumes de recherche, ça m'aide aussi à projeter potentiellement mes gains. D'accord? Et ça, c'est tout l'enjeu. Hein. Par contre, là, bien entendu, on pourrait se dire, attends, oui, mais un mot-clé à faible volume de recherche, ça me demande moins d'efforts de contenu. Ce qui est vrai. Là, on le mesure. Du coup, les contenus, par exemple, qui visent des mots-clés sans volume de recherche, ils font 630 mots en moyenne, versus 1400 mots pour des mots-clés recherchés plus de 1000 fois. Et là, c'est là où on peut faire un calcul qui est assez intéressant, qui est plutôt très, entre guillemets, presque financier. C'est, attends, mais vu que dans la slide d'avant, j'avais mon trafic moyen selon le volume de recherche, de l'autre côté, j'ai le nombre de mots requis par volume de recherche, du coup, je peux calculer, du coup, quand j'investis 1000 mots sur tel volume, ça me rapporte combien? Ok? Et vu que les mots-clés qui sont recherchés plus de 1000 fois requièrent plus de mots et que le trafic moyen est quasiment équivalent aux autres volumes, au final, c'est moins rentable. C'est ça l'idée. Hein. C'est un peu dur à expliquer à l'oral, mais là, le message, c'est quoi? C'est que globalement, pour 1000 mots que j'investis, j'ai intérêt potentiellement de les investir sur des mots-clés recherchés entre 60 fois à 1000 fois parce qu'ils vont me générer plus de trafic que si j'investis 1000 mots sur les autres mots-clés. Okay. Donc ça peut être des calculs assez intéressants à faire. Bien entendu, ça dépendra d'autres paramètres. On peut prendre en compte d'ailleurs un paramètre comme le keyword difficulty. Hein, donc pour rappel, c'est une métrique dans SEMrush. En tout cas, celle-ci, c'est celle de SEMrush. Elle existe également dans Ahref pour mesurer la difficulté du mot-clé, notamment d'un point de vue netlinking. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les contenus produits par les furets performe mieux quand il cible un mot-clé avec un keyword difficulty entre 21 et 40. D'accord? Alors, il faut creuser après le pourquoi, mais c'est toujours bon à savoir, notamment pour les projections.
Et après, on peut se poser la question de la courte traîne versus la longue traîne. Donc là, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que les furets ont produit principalement des contenus sur des mots-clés qui sont composés de 3 ou 4 mots, donc je dirais de la moyenne traîne. Or, quand on regarde de l'autre côté, niveau performance et niveau trafic, on peut, alors c'est sur un petit nombre de contenus, hein, donc il faudra creuser, mener plus de tests, etc. Mais on voit que là où ils sont beaucoup plus performants en termes de trafic moyen, c'est sur les mots-clés de 7 mots ou plus. Donc de l'ultra longue traîne, par exemple des questions avec du volume de recherche, etc. Où là on pourrait se dire attends, non mais alors une question avec 100 de volume de recherche ça m'intéresse pas trop, mais en fait ça peut être ultra intéressant parce que moins de concurrence, etc., etc. Donc là du coup typiquement intéressant dans votre stratégie de mots-clés. Après voilà, souvent sur un site web vous attaquez plusieurs thématiques. Et il faut savoir que pour chaque thématique, vous avez un score d'autorité thématique. Hein. Je suis super bon en assurance auto, ça ne veut pas dire que je suis super bon, par exemple, en assurance habitation. Il faut l'avoir en tête. Donc là, ça peut être intéressant d'analyser la performance par thématique, sous-thématique de vos contenus. Donc là, par exemple, je l'ai fait très rapidement avec ChatGPT. Vous pouvez installer l'extension GPT-4Sheet dans Google Sheets. Et du coup, classifier, par exemple, l'ensemble de vos contenus dans des sous-thématiques, automatiquement. Donc ça, c'est puissant. Et là, par exemple, on voit la thématique énergie fournisseur. On voit, quand on fait un contenu, en moyenne, il y a 500 de trafic, alors que l'assurance habitation va avoir seulement 200 de trafic en moyenne. Pareil, toujours très intéressant pour projeter les gains. Et alors là, c'est peut-être la slide la moins simple à expliquer à l'oral. Là, je vous ai beaucoup parlé de projection, notamment de projection, d'aller prendre des nouvelles parts de marché avec des nouveaux contenus. Il y a aussi un sujet de projection quand on va vouloir optimiser des contenus existants. Par exemple, vous allez dire, tiens, sur 2024, nous allons optimiser 500 contenus existants. Ces 500 contenus existants, en les optimisant, ils vont gagner tant de positions et donc idéalement tant de trafic et donc idéalement tant de conversions. C'est ça l'enjeu, d'accord ? Là, grâce à cette matrice, ça nous permet de visualiser la performance en termes de clics, de trafic moyen, des contenus selon leur position sur le mot-clé et le volume de recherche du mot-clé. Donc typiquement, aujourd'hui, les contenus, les furets, quand ils sont entre la position 11 à 30 sur un mot-clé qui est recherché entre 60 fois et 500 fois, le contenu fait 24 de trafic mensuel. C'est ça que ça veut dire. Si j'arrive, du coup, tous ces contenus à les positionner en première page Google, à travers l'optimisation de contenu, à travers du netlinking, je fais quasiment x10 de trafic. Donc cette matrice, elle vous aide à faire ces systèmes de paliers et par exemple de pouvoir dire l'année prochaine, notre objectif c'est de passer par exemple 50 contenus de la position 40 à la position 20, passer 100 contenus de la position 20 à la position entre 4 et 10, etc. Et là vous projetez à la fois de l'investissement et du gain. Donc là, je vous ai montré quand même pas mal de KPI. Le sujet, c'est comment reproduire ces reportings. Alors la problématique là, c'est moi tous les KPI que je vous ai montrés. Pour nous, c'est très simple parce que en fait, SEMJ est connecté à Search Console, Google Analytics, Matomo, Ahrefs, SEMrush, etc. Donc il y a toute la data qui est centralisée. Cependant, là, je vais vous partager 3 outils pour pouvoir mettre en place un premier niveau de reporting simple et qui vous permet de faire déjà beaucoup de choses. Donc, le premier outil, normalement, vous le connaissez déjà tous, c'est Google Sheet. Google Sheet, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, dès lors que vous publiez un nouveau contenu ou vous optimisez un contenu existant, on met la date, on met est-ce que c'est un nouveau contenu, un contenu existant, on met le mot-clé, le volume, le content score ou le score d'optimisation et l'URL. Déjà, rien qu'avec ça, vous avez déjà beaucoup de choses. Ensuite, pour rapatrier la donnée de performance des clics Search Console, il existe une extension Google Sheet qui s'appelle Search Analytics et qui a un énorme avantage. Du coup, en un clic, bim, j'ai rapatrié les données Search Console. Et donc, du coup, vu que dans le planning de publication, vous avez l'URL, vous n'avez plus qu'à croiser avec l'URL pour avoir les clics. Et donc, le troisième outil, après, normalement en SEO, souvent on le connaît, c'est Looker Studio.
Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande, vous regardez une vidéo tuto de 30 minutes parce que l'outil peut faire un peu peur au début, mais il est d'une puissance extrême. En fait, c'est un Google Slide qui vous permet, en gros, de faire de la BI, donc de la Business Intelligence, de la Data Viz. Donc là, dans Looker Studio, extrêmement simple. En fait, vous le connectez au fameux Google Sheet. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'avoir toute la data, justement, créer des graphiques. Et donc là, vous voyez les deux Looker Studio que je vous montre, c'est ceux qui ont permis de créer les slides que je vous ai montrés. D'accord ? Et donc, dès que vous mettrez à jour le Google Sheet, le Looker Studio, se mettra à jour derrière. Donc, voilà. Donc, pour conclure, c'est quoi les points à retenir ? On l'a vu, hein, la majorité des entreprises investissent en contenu, mais hélas rencontrent trop souvent des problèmes sur le suivi de performance. C'est un enjeu crucial également de démontrer à votre direction, à votre client, si vous êtes en agence, le ROI de vos actions. C'est un gros enjeu. Il existe plusieurs niveaux de reporting. Reporting macro, voilà, pour suivre de loin. Et après, des reporting beaucoup plus opérationnels pour le suivi de nouveaux contenus, le suivi des contenus existants, et puis de l'analyse, je dirais, encore plus poussée. Et aujourd'hui, a priori, on n'a plus d'excuses, puisqu'en plus, il existe des outils gratuits pour mettre en place un premier niveau de reporting. Je voulais partager avec vous un dicton, parce que je me suis dit, tiens, celui-là, il va très très bien, en fait, avec cette conférence. En fait, chez SMJ, systématiquement, on emploie ce dicton pour l'ensemble des équipes, les équipes commerciales, les équipes R&D, les équipes Customer Success. On leur dit à chaque fois, tout ce qu'on veut améliorer, faut-il encore pouvoir le mesurer ? J'espère qu'aujourd'hui, je vous ai convaincu que c'est la même chose pour la partie stratégie de contenu. Voilà, un grand merci à tous. Est-ce que vous avez des questions ? Et si vous avez besoin des slides, n'hésitez pas à venir me demander sur LinkedIn ou par mail. Bonjour. Bonjour. Vous parliez du Content Score. Est-ce que vous pourriez détailler les paramètres de ce Content Score ? Ok. Donc, le Content Score, c'est le score d'optimisation SEO d'un contenu dans l'outil SMJ. C'est ce qu'on vérifie, le titre, les intentions de recherche, est-ce que le contenu répond aux questions, est-ce que le contenu est bien maillé, est-ce que le contenu par rapport aux mots-clés cibles a la bonne longueur de contenu. Globalement, c'est ça. Oui, bonjour. Bonjour et déjà merci pour cette très belle conférence et très instructive. Merci. J'avais une question concernant c'est en deux là, c'est par rapport au volume de recherche. Comment vous y prenez? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'indices, chaque outil a sa propre manière de calculer. En plus, il y a de la data sur le console qui vient s'imbriquer. Donc je veux dire, comment comment vous accordez pour savoir quel est le bon volume de recherche et de là, comment vous faites pour estimer au niveau de la projection future de l'impact dans la création de contenu, comment vous y prenez? Même chose au niveau des CTR en fonction par position. Oui. Ça va être au niveau global ou ça va être à l'intérieur d'une thématique? Ouais. Alors c'est vrai qu'avant, il y a plusieurs années, on était très habitués à dire tiens, sur tel mot-clé, si j'atteins telle position, j'ai tel CTR, et donc on peut espérer tant de trafic. Alors ça s'est complexifié avec les années, parce que déjà la position, ça ne veut plus dire grand-chose, parce qu'il y a combien d'ads, est-ce qu'il y a les PA au-dessus de la deuxième position, il y a plein de snippets, est-ce qu'il y a le local pack, et en plus, en parallèle, les mots-clés connexes. C'est-à-dire quand vous positionnez sur un mot-clé, vous positionnez en fait sur 500 mots-clés connexes, parce que Google enregistre chaque jour 15% de requêtes nouvelles. On va dire ça s'est un peu complexifié. Donc c'était pour ça que je vous présentais aussi cette matrice, c'est de dire, vous pouvez imaginer, dire, tiens, quand je suis dans le top 3 sur un mot-clé qui est recherché, enfin mon mot-clé principal est recherché entre 500 fois à 1000 fois, je peux espérer là 888 de trafic mensuel. Ce type de matrice peut aider. Sinon, vous pouvez utiliser toujours la technique de CTR. Mais les volumes de recherche, au final, ça aide quand même à avoir une grande tendance. C'est-à-dire, au-delà de est-ce que c'est 1000 ou est-ce que c'est 2000, il faut se faire un peu des catégories, gros volume, moyen volume, faible volume, très faible volume. Je pense qu'il faut le visualiser un peu comme ça dans votre stratégie de mots-clés. Et sinon, pour avoir les projections très précises, c'est plutôt cette matrice. D'autres questions?
Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je vous propose... Il y a une question. Ah, pardon. Vous avez parlé de ChatGPT, j'imagine que vous avez pas mal travaillé dessus. C'est quoi un peu, alors ça sort un petit peu peut-être du scope, mais c'est quoi un peu votre retour à chaud sur le sujet, et surtout depuis le 4, et comment vous voyez un peu les choses dans les prochains mois? Waouh! Sur les 3 derniers mois, j'ai donné 5 conférences différentes sur le sujet, et là, il faut que je les résume en 2 minutes. Complexe, avec beaucoup de questions. ChatGPT, formidable outil. Notamment, enfin, il y a des actions où il est bon et des actions où il est moins bon. Donc, les actions où il est très bon, par exemple, c'est synthétiser de la donnée. Je lui donne plein de données et je lui dis synthétise-moi ça peut me faire gagner du temps. Fais-moi un résumé, résume-moi cette data chiffrée, voilà un gros tableau, résume-moi tel sujet. Voilà. Pour résumer et synthétiser, super puissant. Idéation. Je veux plein d'idées pour imaginer mon plan ou le titre de mon article. Super pour l'idéation. Et après, je pense que le risque numéro 1 aujourd'hui, c'est que 80% des gens sont tellement bluffés par le côté ça produit un contenu automatiquement qu'ils en oublient que ChatGPT a 0 données SEO en entrée de base. Et donc là, tout le monde, 80% d'annonceurs, notamment les plus petits, publient en fait en ce moment même des contenus à très faible qualité parce qu'ils sont juste bluffés par l'automatisation et ils ne se rendent pas compte que ces contenus-là vont leur faire plus de mal que de bien. C'est ça le risque que j'entrevois. Le message derrière ça, c'est l'automatisation, c'est bien, mais pas au profit de la qualité. D'accord ? La qualité avant tout. Google, son combat, c'est quoi? Et d'autant plus depuis les dernières updates, c'est par rapport à un mot-clé, donner le contenu le plus pertinent à l'internaute. Est-ce qu'aujourd'hui, avec juste un prompt, rédige un article sur le mot-clé SEO, ChatGPT produit un article qui est meilleur que le top 3? Non. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, alors après, dès lors que vous arrivez, par exemple, nous dans CMJ, on utilise GPT, dès lors que vous injectez énormément de données SEO en entrée, alors c'est juste qu'avec des copier-coller, là, ça prendrait 1 heure, donc vous allez passer plus de temps à faire des copier-coller qu'à rédiger au final, mais en mettant plein de données SEO en entrée et de données des concurrents, vous faites des super choses par contre. Donc tout est dans le prompt en fait avec ChatGPT. La réalité, elle est là. Ah, et je crois qu'il y avait la question mug. On va voir qui lève le doigt le plus rapidement. Combien de pourcents d'entreprises ont du mal à... Alors qui? Alors j'hésite, je crois que c'était... Ah. Bravo, 51%. Bonne mémoire des chiffres. Bravo. Merci à tous. Voilà, merci. On se retrouve à 11h30 pour la prochaine conférence qui sera celle d'O2Switch.